tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 12 avril et comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture, direction l'Automobile Club de Monaco pour assister au Monaco Press Club. Le ministre d'État était l'invité d'honneur. Nous rencontrerons Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, à l'occasion d'une conférence de la Monaco Méditerranée Foundation. Nous vous dévoilerons le projet artistique des élèves du lycée Albert Ier. Et enfin, nous parlerons football avec la conférence de presse d'avant-match de l'AS Monaco qui affrontera Reims ce week-end. Le Monaco Press Club accueillait à l'Automobile Club de Monaco le ministre d'État Serge Tel a abordé des thèmes variés, Monaco et l'Europe, les logements des actifs français et monégasques ainsi que la transition numérique. Dominique Poulain vous en dit plus. Dans le cadre du Monaco Press Club, dans les salons de l'ACM, le ministre d'État Serge Tel revient sur les négociations de Monaco avec l'Europe. Si des progrès ont été atteints, ces négociations en cours avec Bruxelles sont toutefois longues et compliquées. Cet accord d'association doit se faire dans l'intérêt des Monégasques et de la Principauté. On a fait un certain nombre de propositions méthodologiques à l'Europe pour avancer sur l'objectif affiché par Juncker. Si nous pouvons y arriver, très bien. Personnellement, et vraiment 35 ans de diplomatie, je peux vous dire que nous ne sommes pas prêts à y arriver. Et des divergences importantes subsistent entre la défense des intérêts de la Principauté et les exigences de l'Union européenne, notamment sur le principe de la non-discrimination. Le gouvernement monégasque entend préserver les spécificités du pays. L'Europe s'est construite sur sur deux grands principes. L'abolition des frontières et le principe de non-discrimination. En même temps, ces principes ne peuvent pas s'appliquer de la même façon à Monaco comme ils s'appliquent à Malte, en Lituanie, en Allemagne ou en France. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même principe, ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Un exemple, la Convention de 2005 sur l'accès aux emplois publics. Il se trouve que j'étais ambassadeur, enfin j'étais consul général quand on a négocié ce texte. Cette convention fait une différence entre les agents publics et les fonctionnaires qui sont monégasques. Les agents publics sont français. Et puis une autre catégorie d'agents de la fonction publique qui peuvent être ouvertes à d'autres nationalités. À Monaco, en tant que chef du gouvernement, ça c'est quelque chose qui est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que ce n'est pas la possibilité d'empêcher un Tchèque ou un Roumain de venir travailler dans la fonction publique qui me dérange. C'est la possibilité qu'on lui donnerait de faire un recours devant la Cour de justice de Luxembourg et de voir Monaco condamné. Vous voyez ? C'est cette construction-là sur laquelle nous devons être très très attentifs. Et c'est sur cette construction-là qu'en tant que chef du gouvernement et sous les instructions du souverain, je protège. Je continuerai à protéger dans la négociation. Sur le logement des actifs français, le gouvernement réfléchit sur la possibilité de modifier les barèmes de la loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. On s'est aperçu que seulement 7% de la population française salariée en principauté avait accès au logement social des communes limitrophes. Fort de ce principe, on va regarder, et on attend maintenant un certain nombre de notes sur ces sujets-là, dans quelles conditions on peut faire évoluer la loi SRU, c'est pas simple, en France, pour permettre aux Français travaillant en principauté de se loger plus près de la principauté. Et pourquoi c'est important ? Parce que d'abord, vous avez 45 000 personnes qui sont concernées. 45 000 personnes, ça veut dire un flux de voitures colossal. Mais si on peut réduire par 1,5, 25, 30% le flux des voitures parce qu'on permet aux gens d'habiter plus proche de leur lieu de travail, alors tout le monde y gagne, à la fois en qualité de vie et aussi en pollution.
Le gouvernement pense aussi à une solution similaire au 1% patronal qui existe en France et qui offre des aides, des prêts ou encore des subventions, tant aux locataires qu'aux propriétaires. La Monaco Méditerranée Foundation poursuit son cycle de conférences. La semaine dernière, à l'hôtel Hermitage, le thème était le suivant. Que peuvent faire les Européens face à un monde instable en mutation continue? Je vous propose justement d'écouter à ce sujet Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, est-ce que finalement on peut dire que la mutation du système international aujourd'hui permet de prendre conscience tout simplement du poids et du projet européen? À mon avis, il y a toujours un décalage, parce qu'en fait l'idée européenne moderne, elle est née après la guerre sous protection américaine, l'Alliance Atlantique, et c'est un projet économique au départ, marché commun, puis marché unique. Et bien, il y a des tas de politiques qui se sont additionnées après, et puis après la grande époque Mitterrand-Kohl Delors, il y a eu beaucoup d'idées en plus. Mais en fait, les peuples européens, ils continuent à penser qu'ils vivent dans une sorte de bulle protectrice, dans un monde sympathique de bisounours. Et ils n'admettent pas tout à fait le fait qu'il n'y ait pas encore de communauté internationale et qu'il y ait des puissances énormes dans le monde, légales ou illégales, les puissances d'avant, les puissances nouvelles, et qu'en fait, il faudrait, face à tout ça, qu'il y ait une Europe puissance raisonnable et pacifique, mais quand même une puissance pour être capable d'exister face aux Américains, aux Russes, aux Chinois, aux Turcs, etc., etc. Bon, c'est pas encore le cas. Il y a des mécanismes qui ont été prévus pour ça, mais qui fonctionnent pas vraiment, parce que c'est pas l'attente des citoyens européens qui ont des attentes plutôt individualistes ou sociales, des choses comme ça. Donc il y a encore un décalage, et ceux qui pensent comme moi que c'est fondamental, parce que si l'Europe n'est pas une puissance, elle sera dépendante des décisions de l'ensemble des autres. Ça, c'est vraiment le vrai risque. Et donc, à terme, la civilisation européenne serait quand même affaiblie, voire menacée. Donc, tous ceux qui pensent qu'il faut une réaction doivent encore beaucoup parler, agir et convaincre. Mais ce n'est pas le cas encore. Direction le lycée Albert Ier tout de suite, où des élèves de terminale présentaient une performance unique dans le cadre de leur programme d'art plastique. Les détails dans ce reportage. C'est une performance unique qu'ont interprété les élèves du lycée Albert Ier. Moon Art a été imaginé dans le cadre du programme d'art plastique des classes de terminale à l'occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la Lune. Nous travaillons cette performance en lien étroit avec une des 3 questions qui sont posées au baccalauréat. Cette année, la question du baccalauréat est la collaboration et la co-création entre artistes. Et donc, on a travaillé en histoire de l'art de 1960 à nos jours, différents artistes qui ont travaillé sur cette question. Et donc, on a voulu créer un happening à la manière de Alain Capreau, qui a créé le premier happening en 1959. Et moi, j'ai donné la thématique cette année du thème de la Lune, puisque nous fêtons le 50e anniversaire. Et les élèves ont cherché différentes actions pour commémorer ce souvenir de 1969. L'auditoire a pu ainsi s'immerger dans un paysage lunaire associé à un processus de création d'une œuvre contemporaine. Le travail réalisé ensemble a donné naissance à une jolie co-création. On a commencé en chacun dessinant une lune. Et on fait participer aussi les élèves qui vont à leur tour donner une petite touche personnelle à ça. À la deuxième action, on s'est inspiré de Georges Méliès. Donc on a les élèves qui viennent, qui se font photographier avec un fond comme étant sur la Lune, en voyant la Terre derrière. Donc c'est une insertion d'image. Par la suite, on s'est inspiré de Messe pour un corps. Donc on donne une crêpe aux élèves. Ils vont nous demander, on leur dit au nom de l'art, ils vont nous répondre « je demande la lune ». La terrasse a été est recouverte de craie. est recouverte de craie, donc qui correspond à la lune. Et chacun doit planter un drapeau de Monaco pour dire qu'on est les premiers à avoir planté un drapeau de Monaco sur la lune. Après, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des musiciens, donc ça donne un aspect aussi plus attractif. Ces jeunes artistes présenteront leur projet en juin prochain devant le jury du baccalauréat, édition 2019. Passons au sport et au football. 32e journée de Ligue 1 ce week-end. Samedi à 20h, Monaco reçoit Reims. Les enjeux de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion. Après 2 contre-performances face à des équipes qui luttent pour sauver leur peau en Ligue 1, Monaco reçoit samedi au Louis II un invité surprise dans la course à l'Europe, le Stade de Reims, 6e du championnat à 3 points du 4e Saint-Etienne.
Les Rémois l'avaient emporté 1-0 au match aller. Côté monégasque, les 2 dernières sorties ont été décevantes et même si la marge sur les concurrents directs est encore respectable, il faut aller sécuriser le maintien le plus vite possible pour éviter quelques sueurs froides. C'est une guerre le maintien. Tout le monde a besoin de savoir que tous les matchs sont matchs costauds, tous les matchs sont matchs avec beaucoup d'intensité, tous les adversaires vous gagnez aussi. J'aime beaucoup Reims. C'est une équipe qui a monté, une équipe qui joue bien, a beaucoup de joueurs qui maîtrisent bien les ballons, ils jouent bien, de qualité technique. C'est une équipe stratégiquement bien placée. J'ai regardé les derniers matchs contre Lille, toujours avec la ligne proche, une équipe très simple. Débarqué en janvier sur le Rocher, Cesc Fabregas s'est immédiatement imposé comme un leader technique sur le terrain et une voix respectée dans le vestiaire. Le départ de Thierry Henry n'a rien changé, l'Espagnol est totalement impliqué dans le projet monégasque. Cette année, l'objectif est clair, on le sait tous, c'est de rester en Ligue 1. Mais la saison prochaine, là aussi, les dirigeants ont été clairs. On n'est pas ici pour profiter du cadre de vie, oui. C'est fantastique de vivre à Monaco, mais on est payé pour jouer au foot et donner le meilleur. On doit essayer d'être la première équipe derrière le PSG. Si on peut se battre avec eux, c'est encore mieux. Mais l'objectif est de retrouver la Ligue des Champions et de lutter avec les gros clubs. Radamel Falcao et Kamil Glik sont de retour dans le groupe et dans le pire des cas, ils débuteront le match sur le banc. Et sachez que le camion du don du sang sera positionné sur le parvis du Stade Louis II à l'occasion du match Monaco-Reims. Avant de retrouver notre invité du week-end, Monseigneur Barsi, comme je le disais en introduction de journal, je vous propose de découvrir quelques précisions météo. Il semble bien loin le mois de mars et ses conditions printanières. Aucune amélioration n'est prévue dans les prochains jours. Samedi, la journée sera encore partagée entre gouttes de pluie, nuages et rares éclaircies. Dimanche, la situation restera à l'identique et les températures comprises entre 9 degrés au lever du jour et 13 dans l'après-midi. Lundi, le soleil regagnera du terrain et les températures reprendront des couleurs. Le thermomètre grimpera jusqu'à 15 degrés au meilleur moment de la journée. Mardi, retour des gouttes de pluie et des nuages. Mercredi, alternance de soleil et de nuages. Jeudi, en revanche, la journée devrait être bien ensoleillée. Nous avons rejoint à présent notre invité du week-end. J'ai l'honneur d'accueillir l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barsi. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos magnifiques jardins. Tout fleuri. Alors Monseigneur, nous allons rentrer en Semaine Sainte qui s'ouvre notamment sur ce dimanche, dimanche des Rameaux. Peut-on finalement rappeler l'importance de cette semaine pour les chrétiens ? Bien, c'est la grande semaine. D'abord, elle porte le nom de Sainte. C'est pas pour rien. C'est la seule semaine dans l'année qui porte ce nom. Nous allons suivre le Christ pas à pas, si vous voulez, qui gravit la montagne de Jérusalem pour être crucifié, mais qui va ressusciter le matin de Pâques. Et le dimanche de Pâques, le jour de Pâques, c'est la plus grande fête des chrétiens. Saint Paul dit dans une de ses lettres que si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc c'est le triomphe de la vie, le jour de Pâques. Alors tout au long de la semaine, il y a le jeudi saint, on va rappeler l'institution de l'Eucharistie, le Christ qui se donne en nourriture pour les hommes, le vendredi saint, la mort sur la croix, et dans la nuit de Pâques, la veillée pascale, la veillée de la résurrection, où vont se faire d'ailleurs des baptêmes d'adultes. Cette année, le diocèse mène une campagne commune, notamment en partenariat avec les chrétiens d'Orient. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Eh bien écoutez, chaque année, dans la période qui précède la fête de Pâques, elle s'appelle le carême, 40 jours, où on va suivre le Christ. Et pendant ce temps de carême, qui est un temps de retour à l'essentiel, il y a un temps de partage avec celles et ceux qui ont faim dans le monde. Et cette année, nous avons choisi d'aider les chrétiens d'Irak, qui ont été, comme vous le savez, persécutés de manière très violente, et ils reconstruisent, puisque maintenant une paix très précaire s'est installée, ils reconstruisent leur pays et ils reconstruisent aussi toutes les installations. Et en particulier, l'évêque de Kirkouk
a construit une école pour des jeunes filles parce qu'ils pensent que les femmes vont être un élément très important pour la reconstruction de leur pays. Et nous allons l'aider à équiper cette école. Pour le moment, il n'y a que le gros œuvre qui est fait, mais il faut tout équiper pour que cette école puisse remplir sa mission. Donc c'est tous les chrétiens de Monaco qui se sont associés et avec l'œuvre d'Orient, avec d'autres associations aussi de Monaco, pour être plus nombreux. L'union fait la force pour essayer d'apporter simplement cette aide magnifique. Un très beau projet. Un très beau projet. Et cette Semaine Sainte, évidemment, est composée de plusieurs cérémonies liturgiques qui n'ont lieu qu'une fois par an, finalement. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dévoiler dans les grandes lignes le programme en principauté? Oui, bien sûr, bien volontiers. Alors, le dimanche des rameaux, c'est la bénédiction. On rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem, la bénédiction des rameaux, la procession. Mardi Saint, c'est-à-dire mardi prochain, il y aura la messe chrismale. C'est une messe exceptionnelle que l'évêque célèbre dans sa cathédrale avec ses prêtres, avec le peuple chrétien, où il va consacrer les huiles qui vont servir au long de l'année pour les différents sacrements. Alors il appelle le Saint-Crème, qui vient de mot Christ, ce n'est pas la crème au chocolat, comme je dis souvent, mais c'est vraiment ça vient du mot Christ. On va être oint ceux qui sont marqués, les baptisés, les confirmés, les évêques s'il y en a, les prêtres, s'il y en aura au cours de l'année, seront marqués par cette huile. Et puis il y a l'huile des malades, l'huile des catéchumènes, qui sont, on peut dire, les hommes et les femmes qui se préparent à recevoir le baptême. Donc ça, c'est mardi saint, une messe exceptionnelle, une fois par an. Jeudi saint, c'est la messe qui va évoquer l'institution de l'Eucharistie. On va se mettre comme le Christ avec les apôtres et il va dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang » en prenant le pain et le vin. Vendredi saint, ce sera le jour de la Passion du Christ. Alors il y a plusieurs manifestations dans toutes les paroisses, bien sûr, mais une à 12h30 qui part de la place d'Armes et qui monte jusqu'ici à la cathédrale, c'est le chemin de croix dans la ville. Ensuite, le soir, il y a la procession avec l'archiconfrérie de la Miséricorde, la procession du Christ mort dans les rues de Monaco-Ville. Samedi saint, c'est un jour de deuil et de silence, et le soir, dans les paroisses, il y aura la veillée pascale. Et moi, cette année, je la célèbre à La Turbie, où je baptiserai 2 adultes. Et le dimanche de Pâques, bien entendu, c'est la joie avec des messes dans toutes les églises et chapelles du diocèse. Voilà le programme. Alors, il faut consulter soit le site du diocèse, soit les journaux qui vont donner les horaires très précis. Et bien sûr, Monaco Info sera au rendez-vous. Je l'espère bien. Vous le savez certainement, Monseigneur, plusieurs dictons sont associés à cette Semaine Sainte. On dit souvent « Semaine Sainte pluvieuse, année ruineuse ». Alors on espère évidemment que le soleil sera parmi nous en principauté, qu'il revienne. Je l'espère moi aussi. J'espère et je souhaite à tous et à toutes vraiment de saintes fêtes de Pâques et de joyeuses Pâques. Merci Monseigneur de nous avoir reçus dans vos jardins. Merci beaucoup. Très volontiers. Et je le rappelle, le programme justement de la Semaine Sainte est à retrouver sur le site du diocèse de Monaco. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.